Eh bien, bienvenue à tous et à toutes pour la troisième intervention de la saison 2 de la déesse spirituelle. Nous avons la joie d'accueillir Jean-Luc Maxence et qui va nous parler pendant 3 quarts d'heure sur son parcours, sur sa vie, sur ses idées, sur ses ressentis par rapport à l'esprit, par rapport au divin, par rapport à l'humain, par rapport à toutes les grandes questions sur lesquelles il a beaucoup réfléchi. Et même s'il reste modeste et humble, comme il aime le dire, il aura, je pense, beaucoup de choses à partager. Jean-Luc, à toi de jouer. Alors, je vais essayer de jouer le plus vrai possible et le plus simplement possible. J'ai un parcours d'autodidacte très rebelle et peu obéissant. Certainement pas obéissant aux différentes religions, y compris à celle où je suis né, c'est-à-dire au catholicisme pur et dur. Je suis né dans une famille catholique pure et dure, où j'ai vu défiler, on dirait aujourd'hui des gens d'extrême droite, euh, des, des conservateurs, des pieuses personnes, des tellement pieuses que je me suis laissé influencer au départ parce que je recherchais quelle était la, quelle était l'essence même de la vie, à quoi sert la vie, où va-t-on, qui sommes-nous, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que la parole change-t-elle quelque chose, qu'est-ce que la poésie. Je suis né avec toutes ces questions. Et au départ, j'étais baptisé catholique. Donc, je me suis senti une sorte de vocation spirituelle pour partir très loin du monde que j'ai déjà, je trouvais relativement absurde, le monde capitaliste que chacun connaît. Je dis capitaliste non pas pour jouer les 68 arts, mais pour simplement me rendre compte que j'étais environné d'une société imparfaite et sous l'influence de ce que François Mauriac appelait le dieu Mammon. Le dieu Mammon, c'est l'argent, le fric. Avoir plus de fric que quelqu'un d'autre, ça tenait lieu de démarches spirituelles autour de moi. Donc, j'ai voulu être trappiste, sans doute par provocation et sans doute aussi parce que je pensais sincèrement en avoir la vocation, comme on dit. Donc, j'ai été trappiste pas très longtemps et puis après, j'ai fait le mur. Et je me suis retrouvé à Paris, j'ai un jeune gamin de 17 ans, 18 ans, où il fallait bien que je gagne ma vie. Et on m'accueillait toujours gentiment avec ce nom terrible de Ah, c'est le fils de Maxence. Alors, pour vous, Maxence, ça ne veut plus rien dire, c'est tant mieux, à part Jean-Luc peut-être, mais c'est le fils de Maxence, pour moi, c'était un enfermement de plus. Donc, je finirais par rencontrer un brave toubib qui va me dire tu devrais être franc-maçon, c'est une super collectivité et ça te permettra de tuer ton père. Il n'était pas si bête que ça, hein, cet homme-là dont j'étais volontairement le nom. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une analyse pour parvenir à me libérer vraiment de mon père, qui était un homme fort intelligent, fort intéressant, mais qu'on aurait sans doute à l'heure actuelle qualifié de peut-être de complotiste, peut-être de conservateur, peut-être d'intégriste. Il n'était pas que cela, il était également philosophe. Je vous raconte une anecdote très très vite. Quand j'avais 10 ans, il est mort quand j'avais 10 ans, il est mort en 1956. J'étais donc un gamin de 10 ans, il me faisait entrer en tricycle, j'avais un tricycle rouge, et il me faisait participer
à ces cours de philosophie en tant que thomiste en m'interrogeant sur 2 ou 3 questions qui semblaient des questions de gamin, mais qui, moi, m'ont aidé à être tout de suite branché, si j'ose dire, sur l'essentiel, sur qu'est-ce qu'on fout dans ce merdier, comme diraient un de mes copains écologistes, et on va où? On fait quoi? Et toutes ces religions, on en fait quoi? Donc, il m'a servi à cela. Il m'a ouvert les portes au lieu de me les fermer, alors qu'il était réputé comme un fermeur de portes. Bon, voilà. Alors, j'ai voulu faire du journalisme, j'avais peur de rien, j'étais très orgueilleux à l'époque, et j'ai fait du journalisme. J'ai frappé à la porte des journaux les plus huppés, comme on aurait dit, dans mon milieu. J'ai frappé à la porte du Monde et j'étais reçu par un maître tout à fait sympathique qui m'a demandé si j'étais oui ou non le fils de Maxence. Je lui ai dit oui, vous connaissez Maxence. Il m'a dit oui, oui, c'est un véritable philosophe. Alors il a commencé à me raconter toute une histoire. C'est un ami de Jacques Maritain, il n'est pas du tout idiot. Bon, voilà. Il était anti-gaulliste, il s'est retrouvé à Genève, mais voilà pourquoi. Et il m'a défendu mon père, ce qui ne m'a pas fait plaisir, puisque j'étais là pour le tuer. Tant pis, il m'a dit, tu me fais un article, s'il est bon, je le passe dans le Monde. Moi, je ne me rendais pas compte vraiment de ce que je manipulais, où j'étais, comment j'étais et pourquoi j'étais. Donc, j'ai fait un article sur les revues de poésie, parce que je m'intéressais à la poésie. C'est resté une de mes identités profondes, la parole, la poésie, pourquoi la poésie. Donc, j'ai fait un article très long pour ce monsieur qui s'appelle François Bott, et dont je tiens à dire le nom, et qui était le rédacteur en chef du Monde des livres à cette époque-là, qui est un écrivain, pour les gens qui s'intéressent, on peut s'intéresser à lui, et qui avait un grand front extraordinaire, où on voyait ses idées dans le front. Bon, c'était déjà intéressant. Il m'a passé l'article, et il m'a téléphoné en me disant est-ce que je peux le signer avec quelqu'un d'autre? Parce que j'ai corrigé 2, 3 expressions qui n'allaient pas et je serais très heureux de... Et alors, a-t-il souhaité avoir une signature? Je ne sais pas. Et alors, je lui ai dit oui, oui, ça sera signé Jean-Luc Godmet, Godme, qui est mon véritable nom. Alors que Maxence est un pseudonyme que je vais appeler gentiment familial. J'insiste un peu sur tout ça parce que ça peut susciter des questions. Donc, j'ai démarré avec un article dans Le Monde. C'était le meilleur des examens. Essayez d'écrire dans Le Monde, vous verrez, ça vaut toutes les écoles de journalisme, surtout avec un homme intéressant comme François Bott. Et il m'a appris ce qu'était le journalisme. Ensuite, j'ai été dans un journal qui s'appelle Art et Loisirs, et j'y ai rencontré, parmi d'autres célébrités, entre guillemets, célébrités en apparence, j'y ai rencontré Ionesco. Et Ionesco m'a dit à l'oreille, surtout Jean-Luc, il m'appelait Jean-Luc, il m'aimait bien, surtout Jean-Luc, surtout, signe Jean-Luc Maxence. Ne cherche pas à comprendre, signe Jean-Luc Maxence, pour qu'il y en ait un autre, un deuxième. Et je lui ai obéi, par faiblesse, bon, j'avais 18 ans, je lui ai obéi, et j'ai signé dorénavant mes articles Jean-Luc Maxence et mes notes de lecture. Et après, j'ai été engagé par un clan politique qui faisait un journal qui s'appelait Monde et Vie, qui était intégriste catholique. Bon, qui m'a pris immédiatement, sur mon nom, bien sûr, pas sur mon sourire ou sur mes rides, et j'en avais très peu à l'époque. Donc, très bien, j'ai lancé Mon Vie, et Mon Vie existe toujours. Il existe depuis plus de 20 ans. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout.
C'était un peu un pari-match de l'extrême droite, pour faire court. Et j'ai quitté brusquement mon Lévis au bout de 3 ans, en le relançant, en le relançant bien, parce que j'avais dans le sang un certain talent de journaliste. Donc j'ai quitté mon Lévis lorsque je suis devenu franc-maçon, parce que c'était le crime absolu. Être franc-maçon dans une revue d'extrême droite, ce n'est pas permis, ça vous met en danger. J'étais en danger d'expulsion, en danger de tout. Tant pis, je suis parti. Je me suis dit, bon, à l'époque, j'étais un petit peu connu, entre guillemets, dans le sens le plus con du mot connu, parce que j'avais écrit déjà 2, 3 livres. Bon. Des livres plutôt d'inspiration spirituelle, spiritualité ou de spiritualité. Et je suis parti et j'ai continué mon itinéraire, mon labyrinthe, en étant davantage maçon, ouvertement maçon. Et puis après, ça m'a paru un peu limité, je parle avec beaucoup d'orgueil, et je me suis dit, je ne suis pas dans le bon chemin. Donc j'ai cherché ailleurs. Et je me suis aperçu, j'ai été invité notamment par Fréquence Protestante, qui est une excellente radio, par des gens qui m'ont dit, mais va plus loin que simplement la maçonnerie. La maçonnerie, c'est un peu sectaire. Ah, le mot sectaire, l'adjectif sectaire. Je l'ai entendu, j'ai quand même 74 ans, j'ai commencé à 17 ans dans cette aventure, je l'ai entendu 200 fois. Tout le monde était sectaire. Dès qu'on est un peu original et qu'on a un chemin un peu différent du chemin habituel, qui est soit protestant, soit catholique, soit orthodoxe, bon, on n'est pas recommandable. Alors c'est vrai que je n'étais pas recommandable, mais pour d'autres questions. Je me passionnais pour ce qui était les différentes religions qui existent sur la Terre. Ça venait un peu de Genève. À Genève, j'avais un copain qui visitait toutes les sectes de Genève. Alors, croyez-moi, Genève, c'est vraiment, il y a tout. Il y a absolument tout. Il y a des protestants, il y a des orthodoxes, il y a la secte Moon, là je l'appelle la secte quand même, il y a des scientologues, il y a tout. Il y a la diversité absolue. J'ai essayé d'y comprendre quelque chose. C'est ça mon chemin à moi. Le reste, je ne vais pas vous donner mon curriculum vitae ou ma bibliographie. Au fond, il doit y avoir 2, 3 livres intéressants dans tout ça. Mais je ne suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui recherche la vérité est quelqu'un qu'il faut respecter. Et c'est ça la base même de la démarche religieuse. Pour moi, bon, c'est la base. C'est pour ça que j'ai des amis très différents et que la petite revue que j'essaye de lancer, qui s'appelle Rebelle, est lancée actuellement par un certain nombre de bénévoles qui, pour mes beaux yeux, font une revue distribuée dans les kiosques, une revue difficile à défendre, et qui est syncrétiste. C'est le syncrétisme. C'est ça la marque de Rebelle. Ne pas être entièrement maçon, ne pas être entièrement protestant ou luthérien, ou même s'il y a des gens passionnants comme Silésius du côté des luthériens qui sont devenus curés, puisque Angélus Silésius a écrit des textes magnifiques et dont il faut s'inspirer. Je vous en recommande la lecture, même si je ne suis pas un professeur d'université, j'ai une licence, mais une licence de 68. Alors, vous savez, les licences en 68, c'était plutôt folklorique. Donc, je n'ai rien qui rassure. Mais allez voir, allez lire la vie d'Angélus Silésius. C'est passionnant, c'est remarquable. Et je suis très proche de cette démarche.
Pourtant, je ne suis pas, je vous rassure, de la contre-réforme catholique. Certainement pas. Ça me paraît aberrant. Mais un luthérien qui s'est reconverti à un certain catholicisme, c'est passionnant. Je suis aussi très intéressé par tout ce qui est secte. J'ai écrit sous un pseudonyme un livre que j'ai édité à l'Athanor, où j'ai édité à peu près 200 livres, pour la plupart de la poésie, mais pas toujours de la poésie à compte d'auteur, quelquefois de la poésie choisie par moi et défendue comme un roman dans la grande presse. Et bon, voilà, je suis un patchwork, une fresque de recherche. Et je suis prêt à me présenter de cette façon-là. D'où le mot barde rebelle, qui a repris l'autre Jean-Luc, qui est malin, comme un vieux sage, et qui s'est dit, Jean-Luc Maxence, le barde rebelle. Bon, j'aime bien l'expression parce que je crois que l'âme se recherche toujours. On cherche toujours le sens de la vie et le sens de la mort. Il faut que je me cadre mieux. Et ça, c'est très important Et alors, pour y Jean-Luc, comprendre quelque chose. Jean-Luc, Voilà, si tu permets, puisque je permets. tu viens de parler de l'âme, tu as aussi tout un parcours de psychanalyse qui est l'analyse de l'âme. Donc, j'aimerais Oui, que tu dises quelques mots sur sur tout cette. oui. Alors, je vais en dire quelques mots simples. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais un type relativement perturbé quand je suis arrivé à Paris, perturbé un peu à tout point de vue. Le choix d'objet, comme dirait M. Freud, le choix d'objet, c'est la petite amie que l'on choisit. La sexualité, tout ça il faisait un joyeux mélange. Je ne suis pas là pour faire une autre psychanalyse avec l'ordinateur, mais ça faisait un joyeux mélange dont l'équilibre était difficile. Et j'ai eu une de mes maîtresses, elle se reconnaîtra, je ne dirai pas son nom, elle était là et elle m'a dit, mais tu devrais faire une analyse. Le résultat serait passionnant. Donc, je lui ai dit, oui, d'accord, bon, ou serait dramatique. Je me souviens de la réplique. Et je l'ai fait. Et j'ai été présenté à Jacques Lacan. Parce que les gens adorent être compliqués. Et si vous voulez faire une psychanalyse simple, ne vous adressez pas aux successeurs de Jacques Lacan. Surtout pas. Et j'ai donc fait plusieurs années d'analyse avec un monsieur remarquable qui s'appelle Xavier Audouard et qui était un ancien jésuite, quelle horreur, un jésuite. Et que Lacan, qui était un de ses amis proches, en arrivant et en faisant un ami, avait réussi à faire en sorte qu'il quitte la religion catholique. C'est amusant, on pourrait en dire beaucoup de choses, puisqu'il avait un frère qui était moine. Jacques Lacan avait un frère qui était moine. Les gens l'oublient. Et lui, il ne l'oubliait jamais. Et je n'ai pas été analysé par Lacan, mais j'ai été analysé par Audouard. Et vous trouverez tout sur ce bonhomme en lisant la belle papesse de la psychanalyse qui s'appelle Rodinesco. Alors, Elisabeth Rodinesco. oui, je voudrais savoir, Jean-Luc, je voudrais Oui, savoir, à partir donc de cet investissement de la psychanalytique. psychanalyse que tu as vécu, que tu as subi, que tu as passé, Oui, tu es devenu psychanalyste et surtout oui, tu t'es occupé oui, du problème de la drogue. Donc, oui. Ah, j'allais l'oublier. Alors, mon épouse va me donner une voilà. fessée tout à l'heure. J'avais oublié qu'à un certain moment, j'étais écœuré par l'édition, parce qu'il y a de quoi, je répondrai aux questions, tout à fait écœuré, et que j'ai toujours été un peu un ancien toxicomane, puisque j'étais un toxicomane de tout ce qui m'intéressait. Vous l'avez deviné à travers ce que j'ai dit. Donc, j'ai rencontré l'amour de ma vie, ça fait 35 ans que ça dure, la pauvre, bon,
qui était la directrice du centre d'hydro, Madame Danimark, pour ne pas la nommer. Danimark, elle a été chanteuse à un certain moment. Elle était une sorte d'Anne Sylvestre de son époque. Elle est légèrement plus âgée que moi. Et donc, ça vous explique pourquoi. Et elle, c'est Danimark, dirigeait le centre d'hydro. Qu'est-ce que le centre d'hydro? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un centre de prévention et de soins des toxicomanes, dont la marque était l'antipsychiatrie. J'ai bien connu Maurice Sachs, que certains d'entre vous ont connu, parce qu'il acceptait d'écouter, ça ne veut pas dire qu'il était d'accord toujours avec eux, la scientologie, ce qui avait fait un scandale énorme dans la psychanalyse, vous vous rendez compte, quelqu'un qui écoute, d'abord écouter en psychanalyse c'est difficile, et écouter la scientologie. Mais c'était un antipsychiatre historique, dans le sens de David Cooper et des antipsychiatres américains. Donc, en plus, j'ai rencontré Danimark dans un café banal et nous nous plûmes avec des plumes, et elle me proposa d'être bénévole au centre d'hydro. Je dis oui parce que ça m'intéressait de comment aider les toxicomanes. Totalement, ça m'intéressait. Parce que je n'étais pas vierge de tout produit, on va dire comme ça avec humour. Donc, le cannabis, toutes ces questions-là m'intéressaient beaucoup. Donc, elle a apprécié le travail, en gros, que j'ai fait comme bénévole, et elle m'a engagé au centre d'hydro. Et au centre d'hydro, j'ai été très rapidement, je suis devenu très rapidement, sans doute, par aveuglément de Danemark, je plaisante un peu, le co-directeur du centre d'hydro, qui était à l'époque un centre d'accueil un peu mythique, qui travaillait avec un grand personnage qui s'appelait Claude Liebenstein et un grand prêtre militant qui s'appelle le père Gaston Lefebvre et qui n'a rien à voir avec l'intégrisme, hein. Rien à voir avec le Gaston Lefebvre, le sinistre mémoire. Voilà. Voilà comment je suis devenu un peu ouvertement co-directeur du centre d'hydro et un peu par intérêt pour l'association. C'est une association, loi 1901, reconnue d'utilité publique. C'était à l'époque cela. Et maintenant, ça s'appelle autrement, mais il y a encore une association d'aide aux toxicomanes. Et donc, maintenant, est-ce que tu peux évoquer, bon, tu as parlé essentiellement, effectivement, d'abord de l'esprit, mais aussi, tu as insisté sur la parole, sur la poésie. Tout cela a beaucoup d'importance pour toi. Et donc, qu'est-ce que tu as recueilli de tout ce parcours? Tu parles aussi du désert intérieur par rapport à la drogue. C'est des choses qui résonnent en moi, en tout cas, et je pense chez nous tous. Qu'est-ce que tu as recueilli comme substance au cours de ton pèlerinage sur toutes ces questions essentielles? Oui. Alors, comme substance, il y a peut-être trois piliers. Je vais parler un peu maçon, parce que les maçons parlent toujours par symbole et ils foutent toujours des piliers partout. Il y a un peu trois piliers. Le premier pilier, c'est une certaine forme de sagesse, c'est-à-dire de ne pas s'affoler quand tout s'affole. Quand tout s'affole, sa santé, j'ai eu 2 cancers et je suis encore vivant. Je vous dis un peu en vrac, hein, ça me paraît important à dire. Quand tout s'affole, on ne sait pas trop qui l'on est, on ne sait pas trop si on est croyant, agnostique ou quelque chose d'autre. On mélange tout et on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Pour moi, c'est ça l'incarnation d'une recherche et d'une diversité spirituelle. Quand j'ai vu le mot diversité spirituelle, je me suis dit, bon, oh là là, il va y avoir des moons, il va y avoir des adventistes, il va y avoir des mormons, il va y avoir des scientologues, il va y avoir des catholiques véreux, des catholiques intégristes, des catholiques de gauche. Les catholiques de gauche, c'est une secte tout à fait à part. Donc, j'ai été un peu affolé. Et c'est un peu ça ma recherche.
Ma recherche, c'est que voulaient tous ces gens? Où étaient-ils? Que cherchaient-ils? Et moi, qu'est-ce que je faisais là-dedans? C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué au début. Et j'ai fait exprès de ne pas vous faire une conférence. Je me suis dit, je vais me lancer et dire un peu ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, euh, c'est quand même tout le temps la même question qui revient, comme une obsession. Qu'est-ce qu'on me demande? Où est ma force? Quelle est ma signification? Qu'est-ce que je fous là? Et ça reste ça. Et bon, l'époque où j'ai voulu être trappiste n'était pas complètement à côté de cela. J'ai des souvenirs tout à fait intéressants de cette époque. Et dans mes pérégrinations, dans mes recherches, j'ai quelquefois rencontré des gens merveilleux. Voilà. Donc, dont j'ai tiré peut-être une certaine beauté, une certaine force, une certaine sagesse. Je ne sais pas si le mot sagesse me convient. Je suis un sage, pas sage. Ces abrutis de maçons, parce que là j'ai eu quand même toute une aventure, vous vous en doutez. J'ai été initié en 1996 à la Grande Loge de France, et après je suis parti dans une petite loge que je ne nommerai pas parce que j'ai promis de ne pas les nommer, pour ne pas leur faire d'ennui, où je suis resté 2-3 ans à chercher le grand architecte. Ben voyons, vous voyez ce que je veux dire. Je cherchais le grand architecte. Et puis je me suis aperçu que la fraternité maçonnique, dans cette secte-là, était terriblement bidon, était terriblement folklorique, n'était pas vrai. J'ai trouvé plus de fraternité véritable peut-être chez les scientologues, ça va faire encore plus scandale, que chez les maçons. Mais je me fous du scandale. Je me fous. Ce dont je me fous pas, c'est de la vérité, de ce que je pense être la vérité. Avec la part d'erreur, errare humanum est, l'erreur est humaine, la part d'erreur que je porte en moi, bien entendu. Je ne suis pas du tout en train de me transformer en gourou. Je ne sais pas par quel miracle j'ai évité le gourou et j'ai évité le professeur. Le professeur dans le sens de mon père, c'est-à-dire de celui qui sait tout et qui enseigne tout. C'est une caricature, bien sûr, mais il y a un peu de vrai dans ce que je dis. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et alors, ce grand architecte que tu viens de nommer, qu'est-ce que ça représente maintenant pour toi, notamment par la question que tu avais évoquée en tout début de ton intervention, tu parlais justement de la douleur, de la souffrance. C'est une très très grande question pour nous tous. Et Quelle tant réponse mieux, toi, tant mieux, tant mieux, parce que vous diriez que ce n'est pas une question. Là, je remettrai en cause chaque personne que j'entrevois. Je me voilà. dirais, là, ça ne va pas. Hmm. Dieu n'est pas quelque chose de définissable. Et quand je me suis aperçu qu'en disant ça, j'étais pas loin de Julia Kristeva, une psychanalyste qui a écrit un livre absolument remarquable sur Sainte Thérèse d'Avila. Je vous le conseille, même s'il est très long, il a plus de 600 pages, mais lisez Julia Kristeva. C'est une psychanalyste fantastique, qui est à la fois intelligente, modeste et un peu innocente. Mais parle de toi Je maintenant. ne suis ni innocent, ni modeste, ni une dame. Je suis le contraire. Quelqu'un qui veut imposer sa place, son métier, son boulot, et même sa retraite, puisque maintenant j'ai 74 ans. Comme tu l'as mis, avec beaucoup de finesse, Jean-Luc, je parle de Jean-Luc Lagardette, là, Hmm. et avec beaucoup de finesse, ça t'a amusé. Ça. Il y a une phrase très marrante dans la façon dont tu me présentes. Je te le dis parce que ça m'a beaucoup amusé. Il a maintenant 74 ans. C'est très fin.
c'est après avoir vécu que l'on se sent vieux, mais vieux dans un sens positif. La vieillesse est quelque chose qui vous tombe dessus, surtout quand vous restez jeune. Vous savez l'expression « restez jeune dans votre recherche ». Bon, alors je reviens à ta question aujourd'hui, quand même, parce que j'ai appris à ne pas m'éparpiller. Ta question, elle est difficile. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est un inconnu profond qui le restera profond. Parce qu'il y a sans doute une part de divin en nous, une petite part de divin en nous, mais elle est petite. Alors que l'idée de Dieu, c'est quelque chose de pluraliste. J'aime bien le mot diversité. Il n'y a peut-être pas de définition de Dieu. Alors que les maçons, alors là, ils savent tout, il y a les définitions de tout. C'est un petit peu dommage. C'est un peu dommage, parce que c'est des définitions un peu tirées par les cheveux. Trop vite symbolique et trop vite un peu jungien sur les bords. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'avenir de la franc-maçonnerie, c'est Jung ». Ce que je voulais dire, c'est que c'était un peu la psychanalyse jungienne qui était l'avenir de la maçonnerie. La maçonnerie s'écroule complètement actuellement. Le reste, c'est du bidon. Jean-Luc, excuse-moi de t'interrompre. Mais pas du Je tout. reviens, je recentre ma question sur ton vécu par rapport à l'idée de Dieu ou la réalité de Dieu, même si c'est une part infime. Tu dis que nous sommes constitués de ce germe d'esprit De ou de cette lumière. force-là, de cette Et force. donc, mais qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à la souffrance et à la mort? Comment toi, tu vis ce rapport? Alors, dans l'humour mauvais, je dis avec un coup de bol, il y a peut-être un autre monde. Il y a peut-être une signification de notre vie. Je suis très agnostique au fond. Je ne suis pas devenu du tout sectaire. Je ne peux pas dire je suis maçon. Je leur ai fait trop d'emmerde. Je ne peux pas dire je suis je sais pas quoi. Non. Je suis très profondément agnostique, mais dans ce mot-là, il y a beaucoup d'interrogations. Et il y a beaucoup de non-affichage, parce que c'est commode d'être agnostique. De dire je ne sais pas, c'est très commode. Mais ça ne sous-entend pas une philosophie, des options, un côté militant des choses. Quand on me dit le mot douleur, j'ai un côté tout libre, sans doute mon passage à Diderot pendant 20 ans, je cherche comment, non pas annuler, mais atténuer cette douleur de l'autre. Je m'intéresse à l'autre, pas dans un sens boy scout, mais dans un sens profond. L'autre m'intéresse, l'autre m'interpelle. Et je veux en faire quelque chose, et non pas du blabla. Voilà. Voilà un peu le mot douleur. On peut l'atténuer, la douleur, on ne peut pas la supprimer. C'est plutôt ce grand inconnu du bon Dieu qui a peut-être le droit de l'atténuer et de le supprimer. Mais sans douleur, on est bête. On n'est pas un humain. Lorsque mon père, que je veux tuer souvent, symboliquement, disait en mourant d'un cancer généralisé, il disait toujours « ce n'est pas possible que la douleur ne serve à rien », voilà ma réponse à ta question. Je trouvais ça très beau. Et je trouvais que là, il n'était pas du tout fasciste. Il était dans son rôle de philosophe en quête de l'âme et de l'esprit. Voilà. Voilà ce que j'ai envie d'inventer comme réponse. Et alors, très bien. Est-ce que, puisque tu as parlé de ton rapport avec la psychanalyse et notamment Carl Jung, tu mets en avant le mot de individuation. Est-ce que tu peux t'expliquer ça, ce sujet? Sur toi, oui, comment toi tu vois les choses? Alors, je peux m'expliquer par Jung. Lisez Jung.
Ce qu'il appelle l'individuation, c'est essayer de s'approcher chaque jour, là j'ai une phrase que j'ai écrite par hasard, ça va m'aider, au plus vrai de soi. Le plus vrai dans le sens de la vérité, pas le plus juste dans le sens d'une photographie. Jung, il veut dire au plus vrai de soi. Et le soi, chez Jung, c'est quelque chose de précis. En sachant que c'est l'énigme de nous-mêmes. C'est le plus vrai de notre vérité. C'est ça que veut dire Jung. Au plus proche de ce que l'on est, au nom de l'inconscient personnel et de ce qu'il a inventé un peu, qu'il a ajouté à Freud, c'est-à-dire l'inconscient collectif.